Claude Maïka de Grèce, bonjour. Vous êtes psycho-ethnologue et spécialiste des archétypes et des animaux totems, on va en parler. Alors vous avez fondé, vous connaissez bien l'entreprise parce que vous avez fondé l'Ipsos, Émergence du groupe Publicis, et puis vous avez créé le réseau Restart qui aide les gens justement dans l'entreprise, et vous vous aidez en fait des archétypes et des animaux totems pour aider les gens dans l'entreprise ou autres d'ailleurs dans leur vie. Et vous venez d'écrire L'animal que vous serez demain. Révéler votre potentiel personnel, professionnel et spirituel grâce à l'énergie des animaux chez Guy Trédaniel. C'est tout un programme. Donc ces animaux totems, en fait, ils peuvent nous aider, notamment en temps de crise. Oui, puisqu'on est à l'université de l'intelligence animale, ça nous ramène au problème de base qui est que, bon, nous les humains, nous nous estimons plus intelligents que les animaux. Alors, et pour cause, parce que quand on fait passer des tests, ce sont des tests faits pour les humains, et bien évidemment, l'animal, il n'a pas la même performance que l'homme. Il a ses performances à lui, mais qui voilà, sont pas mais on n'a pas fait des tests basés sur les animaux pour les hommes, hein. On pourrait inverser oui. le regard. Le problème, effectivement, dans notre époque, l'alliance entre l'homme et l'animal est un peu rompue, et moi j'essaye de remettre en connexion ces animaux humains. Et par exemple, un élément essentiel a été la loi de 2015, quand on a enfin décidé de dire que l'animal n'était pas un meuble, comme ça avait été stipulé dans le Code civil de Napoléon. Alors, c'est quand même assez risible, faut-il que nous soyons bêtes? Et si j'utilise le mot bête, c'est parce que je veux rire du fait que quand on est bête, on n'est pas un homme ou on est un homme bête. Donc, les animaux, effectivement, avaient un pouvoir sacré pour les chamans, et les chamans attiraient ce pouvoir sacré en eux-mêmes pour s'imprégner de ce pouvoir. Par exemple, il y avait un chaman australien qui arrivait à se faire pousser des plumes sur les bras, et pratiquement, ça lui faisait des ailes. Les chamans lapons arrivaient à prendre la forme ou l'énergie de l'ours ou du loup. Bon. Et chez nous, plus proche, regardez Jacques Mayol, qui a été le grand plongeur en apnée, on l'a appelé le dauphin. Mais on ne l'a pas appelé le dauphin par hasard. Il avait été initié par une jeune dauphine réelle. Donc en fait, cette métaphore entre les animaux et les hommes me paraît intéressante au niveau des archétypes, d'abord parce que tout le monde comprend dans tous les pays. Tout le monde sait ce que c'est qu'un tigre, un animal, un dauphin, etc. Et moi, comme psychologue, comme vous dites, ethnologue, je me sers d'animaux pour instruire les hommes, parce que moi, j'ai copié Jean de La Fontaine. Donc, c'est mon chemin. Alors, aujourd'hui, nous sommes quand même dans une époque de changement, de transformation. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en choisissant... On pourrait avoir 50 animaux totems. Moi, j'en ai choisi 12 qui me paraissaient plus adaptés à faire une transformation pendant une période de crise. Alors, période de crise, eh bien, oui, parce que moi je soutiens la phrase de Gandhi que tout le monde connaît, c'est « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir arriver dans le monde ». Le problème étant que l'homme ne change que si vraiment il y est obligé, il lui faut un choc violent. Alors, pourquoi pas le Covid ou d'autres changements ou d'autres chocs violents. Alors donc, du coup, parmi ces animaux, justement... Alors, on va parler de ces animaux. Et on va parler aussi, si vous voulez, de cette transformation. Bon, c'est très à la mode en ce moment de parler du monde de l'après-demain. Et j'aime bien le mot « demain », par exemple. Rappelez-vous le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Demain a quand même, en 2016, eu la palme du meilleur documentaire. Et c'est pas un hasard si moi j'avais dit l'animal que vous serez demain. Alors c'est un peu surpris, mais
on prépare quelque chose. Alors parmi ces animaux, donc on voit les oiseaux, parce que là vous avez choisi 2 oiseaux quand même extrêmement symboliques, du plus petit au plus grand, hein, le colibri, minuscule, et l'aigle, grand et majestueux. Qui peut faire 2 mètres d'envergure quand c'est l'aigle royal. Alors le colibri, bon, c'est un symbole incroyable, parce qu'il est hyper résistant, il est optimiste, il est joyeux, puis c'est celui qui participe. Il est très persévérant. Bon, alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore la fameuse histoire de la légende amérindienne, je la répète, mais parce qu'elle nous remet un peu l'histoire en tête. Bon, c'est une histoire mignonne. Il y a un grand incendie de forêt et tous les animaux sont apeurés, et les villageois aussi, etc. Et le colibri, peut-être le seul optimiste, tranquillement ou de façon persévérante, va chercher dans la rivière, goutte par goutte, un peu d'eau qu'il met sur l'incendie de forêt. Alors le tatou lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu es quand même un peu innocent, tu crois quand même pas que tu vas arrêter l'incendie de forêt avec tes 3 gouttes d'eau. Et il dit, oui, mais moi je fais ma petite part. Et ça a quand même fait tilt chez les autres. Les trompes d'éléphants étaient quand même plus grosses. Bon, les éléphants s'y sont mis, donc c'était quand même déjà beaucoup plus efficace. Les éléphants s'y sont mis, les villageois s'y sont mis, et l'incendie a été colmaté. Et c'est tout le symbole du mouvement de Pierre Rabhi. Hein. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai repris ça, parce que qu'est-ce que le colibri peut nous apporter? Justement le fait d'être optimiste, de nous impliquer et d'être collaboratif. Oui, puis d'avoir l'humilité de savoir que chacun fait sa part, et chacun fait sa part, mais au moins il fait quelque chose. Effectivement, Pierre Rabhi a quand même réussi à faire un mouvement qu'il a appelé colibri sur cette image amérindienne. Et si vous voulez en savoir plus, par exemple, vous regardez sur Google colibri-lemouvement.org. Et vous verrez que, par exemple, en France, il y a au moins 30 antennes sur la France, où chacun peut venir et apporter sa petite part civile pour un changement régional, local ou national. Oui, et puis en dehors du mouvement colibri, de toute façon, toutes les associations, chacun fait quelque chose. Chacun fait sa petite part. C'est ça le message. Chacun peut faire sa petite part. C'est pas forcément doit faire sa petite part, mais peut le faire. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire passer. Quelle petite part vous pouvez vous apporter dans la vie d'aujourd'hui? Alors pour ça, il faut aussi savoir regarder la situation, avoir une bonne vision des choses, et c'est là où arrive le très joli symbole de l'aigle. Ah oui. Avec le regard perçant de l'aigle. Alors, en dehors d'avoir des ailes comme le colibri, alors qu'ils sont évidemment... Un colibri peut faire quelques grammes. Un aigle royal fait une empanure de 2 mètres de large. Donc effectivement, c'est pas comparable, mais l'aigle, alors lui, dans la symbolique, il va nous apporter la vision vue d'en haut. Alors, dans la symbolique en général, l'aigle a toujours été pris comme un symbole de pouvoir. En fait, un peu comme le substitut du soleil. Et il est le seul à pouvoir regarder le soleil en face. En plus, pour avoir une meilleure vue, il peut regarder à la fois devant, mais il peut regarder aussi sur les côtés. Donc, en fait, il élargit l'angle de vue. Et c'est ça qu'il peut nous apporter. Alors, chacun, dans le passé, a essayé de récupérer la force de l'aigle. Hein. Ça a été les Romains, ça a été les Prussiens, ça a été bien évidemment Napoléon. Mais du côté des chamans, il y a aussi un très grand respect de l'aigle. Il y a des choses assez jolies qui sont communiquées. Par exemple, une plume d'aigle était donnée comme une récompense d'un acte de bravoure. Et dans les powwows, où les Indiens dansent ensemble, etc., si une plume d'aigle tombait, on arrêtait le powwow. Donc c'est quelque chose de très symbolique, de très fort, et l'aigle peut nous apprendre justement à trouver notre force en nous, en agrandissant notre angle de vision. Oui, puisque vous dites aussi que je trouve très intéressant, c'est qu'il est à la bonne hauteur de vue. C'est-à-dire que si on regarde les choses de trop haut,
on finit par perdre un peu les choses et à moins bien les juger. Et si on est trop bas, ben on est dedans et on est un peu, on a les ennuis jusque-là. Alors que l'aigle sait exactement être à la bonne hauteur et c'est symboliquement très intéressant pour nous, pour savoir regarder notre vie. Pour savoir regarder une situation. Alors voilà. Trop, si vous voulez, par exemple, l'aigle, bien évidemment, il voit très, très large, mais sa proie là, qui court très loin, s'il est très haut, il la voit moins bien. Même s'il peut voir une proie jusqu'à 1 km, hein, un lapin, un aigle le voit à 1 km. Mais s'il est en bas, en termes d'aigle, c'est embêtant parce qu'il fait de l'ombre à la proie. Donc la proie le voit arriver, donc c'est raté. Donc effectivement, le juste milieu est une bonne hauteur pour nous prendre de la distance par rapport à la situation difficile et pouvoir regarder avec un angle de vue plus large. Alors, autre animal formidable quand même en temps de crise, c'est la grenouille, parce que la grenouille, elle est mignonne, la petite grenouille. C'est vraiment le rebondissement, c'est comment savoir gérer une crise avec joie finalement. Alors avec joie, je sais pas, mais rebondir sûr. On a l'image qu'elle est joyeuse, elle chante sous la pluie, elle est... Oui, elle est joyeuse, mais elle est aussi... elle est sauteuse. Alors, comme j'aime bien dans les archétypes, les fables et les contes, parce que ça véhicule des choses anciennes et que tout le monde se transmet, il y a un conte, une fable d'Ésope, donc c'est pas d'aujourd'hui, qui raconte que 2 grenouilles étaient dans un pot de crème. Ne me demandez pas pourquoi, ce qu'elles faisaient là, mais elles étaient dans un pot de crème. Et le pot de crème était grand et elles allaient se noyer. Alors, elles se sont débattues, affolées, et il y en a une qui dit « c'est pas possible, c'est pas la peine que je me fatigue parce que à nager dans la crème, j'y arriverai jamais, etc. » Et celle-là, défaitiste, se laisse couler. La deuxième n'avait pas du tout envie de se laisser noyer. Alors elle dit « ah ben non, il n'y avait pas question que je meure dans la crème. » Donc elle s'accroche, elle essaye de monter à la paroi du pot de crème, mais elle retombe, elle recommence, elle remonte, elle retombe, elle remonte. À force de s'agiter comme ça, elle palme, et progressivement, il y a quelque chose qui se passe. En palmant, la crème devient plus épaisse. Alors elle continue à palmer, elle dit « j'ai peut-être trouvé quelque chose ». Donc elle palme, et ben la crème s'épaissit, ça devient du beurre. Et notre grenouille, elle a gagné, elle peut sortir du pot de crème puisque c'est du beurre. Donc c'est génial. Donc ça veut dire aussi qu'en cas de crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il ne faut pas lâcher. Peut-être qu'il faut palmer pas mal, mais il faut aussi rebondir. Il ne faut pas attendre de se laisser noyer ou de se laisser engourdir. Et il faut réagir le plus vite possible. Et ça veut dire aussi que la chance, c'est pas de la chance. Que c'est aussi le vouloir et que ça se travaille et que ça se désire. Oui, parce que, si vous voulez, la chance, la chance, elle tombe pas du ciel. La chance, c'était d'ailleurs Pasteur qui précisait qu'on pouvait faire des inventions quand on avait beaucoup travaillé auparavant. Et que là, la chance, si vous voulez, c'est une attitude de réussite dans la vie, c'est-à-dire une ouverture d'esprit et aussi ne pas perdre une opportunité, ne pas perdre une occasion. Et donc cette grenouille qui est quand même très réactive et très optimiste parce qu'elle veut aussi s'en sortir, eh bien elle va trouver à un moment ou à un autre un indice, une opportunité. Et on peut dire aussi qu'une leçon dans la vie, c'est à chercher les opportunités, il faut peut-être être soi-même une opportunité pour les autres. Alors, puisqu'on parle justement d'animaux qui travaillent et qui sont persévérants, il y en a un qui est extraordinaire, c'est le castor. Alors, le castor, lui, c'est vraiment... c'est l'architecte avec un sens de la famille extraordinaire, qui construit, qui travaille toujours par altruisme, finalement, pour l'amour de sa famille. Oui, parce que, alors, qu'est-ce que le castor peut nous apprendre? Le castor, il peut nous apprendre effectivement, par exemple, en période de crise, à reconstruire et aussi à transmettre, parce qu'effectivement, il a un sens de la famille très développé. Quand un castor fait une construction de maison de castor dans un barrage, etc., c'est très bien fait, parce qu'il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs niveaux. Et c'est amusant parce qu'en fait, il peut même y avoir plusieurs générations de castors qui vivent en même temps. Et il peut transmettre aux autres comment faire. Et
souvent, ils travaillent ensemble familialement, c'est-à-dire tout le monde y met du sien. Et cette idée du castor, justement, il est assez altruiste et généreux. Et je vais quand même encore raconter une petite histoire. Comme c'est amérindien, comme par hasard... Non, d'abord, je démarre plus haut, comme l'aigle. Le grand esprit a créé les différents animaux, etc., dans la légende amérindienne. Et il a donné à chaque animal une queue. Bon, le lapin, qui était un peu rapide, il s'est retrouvé avec une petite touffe de rien du tout. Mais le castor avait une belle queue en fourrure. Et il était très fier de cette queue, mais comme dans l'histoire amérindienne précédente, il y avait encore un incendie de forêt. Bon, alors je sais bien que dans l'Amérique du Nord, la Californie, ça brûle beaucoup, mais déjà à l'époque, on s'en préoccupait. Les castors, avec leur belle queue, justement, se sont précipités et ont tapé avec leur queue sur les braises pour éteindre l'incendie en ayant mouillé leur queue dans le lac et faire un peu un colmatage. Bon, ils ont eu beaucoup de mal, mais ils ont réussi à venir au bout du feu. Tous les animaux se réunissent, les castors arrivent, et les autres se disent « Mais qu'est-ce qui est arrivé à vos queues ?» Bah oui, parce que alors, les pauvres queues, il n'y avait plus de poils, elles s'étaient aplaties et elles s'étaient durcies. Alors, le grand esprit dit « Écoutez, je suis quand même très fier de votre qualité d'intervention, de courage. Pour votre bonheur, vous avez le droit de vous choisir une nouvelle queue. » Alors les castors se réunissent et disent ben non, finalement, on a décidé de garder cette queue-là, parce que comme ça, on pourra dire aux nouveaux des nouvelles générations comment on a eu le courage et comment on a pu les défendre. Et donc les castors ont gardé leur queue plate, dure, mais très efficace. C'est trop joli. Alors, ils ont le sens de la famille, ce qui est le cas aussi du dauphin, autre animal merveilleux et très symbolique, qui est un peu un roi de l'intelligence collective, lui aussi, et qui est un médiateur en plus. Hein. Oui, parce que le dauphin, il a un avantage, lui. Dans l'histoire, alors, je sais pas, il n'y a pas d'incendie, hein, c'est dans de l'eau, alors tout va bien. Mais il a un avantage dans la vie de dauphin, il n'a pas trop de prédateurs. Donc, il a pu développer beaucoup d'énergie à s'occuper de lui-même, de sa nourriture, du clan des dauphins, etc. Et donc c'est devenu un animal très collectif et très amical. Donc effectivement, le dauphin nous apprend que l'intelligence collective est quelquefois beaucoup plus efficace qu'une intelligence individuelle. Par exemple, on a observé dans une baie, je crois que c'est, bon, je ne sais plus laquelle, mais enfin une baie de la mer, les dauphins ramènent les poissons, ils sont plusieurs, alors ils font beaucoup de pousser des poissons vers la rive, et alors les poissons arrivés, au bout où il n'y a plus beaucoup d'eau, ils sautent, et là les goélands arrivent pour manger les poissons. Donc il y a une collaboration entre les dauphins et les goélands qui est quand même assez étonnante. Et une autre chose que nous, on peut prendre du côté des dauphins, c'est la capacité à nous recentrer, à respirer. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de Jacques Mayol, mais par exemple, le nouveau plongeur sous apnée qui s'appelle Guillaume Néry nous explique qu'il est capable de réguler son cœur à une cohérence cardiaque plus faible, ce qui lui permet d'aller beaucoup plus profond dans les grands fonds, etc. Et ça, on peut l'apprendre du dauphin. Le dauphin, si vous voulez, il ne respire pas sous l'eau comme les poissons, il doit respirer de l'air et après il plonge. Et moi, je vous indique aussi, pour apprendre à réguler votre respiration et votre cohérence cardiaque, vous regardez sur Google tous les exercices de cohérence cardiaque que l'on peut faire. Et c'est très intéressant parce qu'en général, vous inspirez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 5 secondes, vous inspirez pendant 5 secondes, et ça, vous faites ça 5 minutes. Et les adeptes de cela le font par exemple tous les jours, et ça leur permet effectivement de se recentrer
et de gérer le stress. Et l'apnéiste Guillaume Néry disait ça, c'est-à-dire je peux aller dans les grands fonds, mais je peux aussi gérer mon stress. Bon, comme ça on va être zen et cool. On va être parfaitement zen. Comme un dauphin et joyeux comme un colibri. Merci Claude. Je t'en prie.